Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce premier numéro de Biathlon en live, le podcast entièrement consacré à l'actualité du biathlon. Cette émission vous est présentée par l'équipe du premier site français uniquement consacré au biathlon, Biathlon Live. Le principe de ce podcast, les dernières nouvelles de la planète biathlon, des débats autour de ces sujets d'actualité, des jeux où s'affronteront l'équipe de Biathlon Live et surtout de la bonne humeur pour passer un bon moment autour de ce sport que nous aimons tous, le biathlon. Pour ma part, je m'appelle Damien Jahen et je serai l'animateur de cette émission, ce qui ne m'empêchera pas de prendre part au débat et de recadrer mes comparses s'ils s'enflamment un peu trop. Mes comparses, justement, faisons leur connaissance. Alors tout d'abord, il a la chance de participer à cette émission en ayant vu sur les montagnes de son Isère natale. C'est notre monsieur statistique de Biathlon Live, toujours de bonne humeur, sauf les dimanches et lundis matins, pour deux raisons bien différentes. Aymeric Mathieu, bonjour. Bonjour Damien, bonjour à tous. Ça va Aymeric ? Ça va très bien, je suis très heureux d'être avec vous pour ce premier numéro du coup. Parfait. Eh bien pour découvrir notre prochain membre, il faut traverser la France d'est en ouest pour rejoindre sa Bretagne natale. Grand amoureux du biathlon, sa carte de fidélité des stades de biathlon d'Europe est presque pleine. Créateur du groupe Martin Fourcade Live et ses plus de 24 000 abonnés, et cofondateur du site Biathlon Live, on ne le présente plus, Romain Le Biavant. Bonjour Romain. Salut Damien, salut Aymeric, salut à tous. Tout va bien ? Ça va, prêt pour cette première podcast. Eh bien parfait. Avant de se lancer pleinement dans ce premier numéro, évoquons tout d'abord le sommaire de cette émission. Avec au programme, c'est le transfert du mercato du côté des Françaises, avec le départ de Franck Badiou et le retour de Jean-Paul Jacquinot. On enchaînera avec le deuxième thème, autour de l'annonce officielle des sélections tricolores pour la prochaine saison. On passera ensuite au 5 sur 5, 5 informations récentes autour de la planète biathlon. Le quatrième sujet, lui, nous permettra d'évoquer Johannes Beu et ses récentes déclarations sur son envie de poursuivre sa carrière jusqu'en 2026, avant de terminer sur une analyse du calendrier IBU 2020-2021 et l'arrivée d'un nouveau format de course sur la dernière étape à Oslo, qui fait déjà débat, on aura l'occasion d'y revenir, le Super Sprint. Et enfin, on terminera dans la bonne humeur autour d'un petit jeu qui opposera les différentes personnes de ce podcast. Vous l'aurez compris, même en période de pré-saison, l'actualité du biathlon ne fait pas relâche. Romain et Aymeric, vous êtes prêts ? Tout à fait. Ready ? Très bien, alors c'est parti pour ce premier numéro de Biathlon en live. Jingle ! Premier sujet donc, avec du changement dans le staff féminin français et le retour à la tête du tir tricolore de Jean-Paul Jacquinot en remplacement de Franck Badiou. Petit rappel de la situation. Dernière saison compliquée pour les filles de l'équipe de France, notamment au tir, avec un 0 pointé marquant aux mondiaux d'Antols. Il y a quelques semaines, on apprenait le départ de l'entraîneur du tir féminin Franck Badiou, remplacé quasiment aussitôt par le revenant Jean-Paul Jacquinot. Alors, à votre avis, est-ce que c'est un retour salvateur pour l'équipe de France féminine ? Romain, un avis ? Salvateur, je ne sais pas, on verra de toute façon lors des premières courses cet hiver. Mais on peut voir de faire revenir Jean-Paul Jacquinot qui a été à la tête du tir féminin pendant de nombreuses années. Que le staff n'a pas voulu forcément prendre trop de risques à l'approche des Jeux Olympiques dans 2 ans. Donc je pense qu'ils ont plutôt voulu jouer sur la carte de la sûreté, quoi. Après, il connaît déjà quelques filles comme Anaïs Bescon ou Anaïs Chevalier. Mais à voir ce que ça peut donner. C'était 2 dernières saisons à la tête des juniors. Ça a marché plutôt bien aussi avec Simon Fourcade la saison dernière. Donc ça peut être une bonne pioche. Après, à voir ce que ça peut donner. Mais en tout cas, comme je disais, les coachs, ils ont plutôt joué la carte de la sûreté, quoi, en reprenant Jean-Paul Jacquinot. C'est ça, on part plus sur la valeur sûre, entre guillemets, si près du Olympiade. Et d'ailleurs, Aymeric, je crois que tu peux nous expliquer, nous avancer quelques chiffres concernant le passage de Jean-Paul Jacquinot avant son retour en équipe de France. Ouais, donc pour approfondir un peu sur le sujet, quand on va comparer les stades de tir des filles sous Badiou au stade de tir sous la première ère Jacquinot, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il avait fait déjà 10 ans avec les filles précédemment.
Donc en 10 saisons sous Jacquinot, les filles n'étaient passées qu'une seule fois sous la barre des 80% de réussite. Les générales, la moyenne générale du groupe filles, c'était lors de l'hiver 2014-2015. C'est l'année où Marie Dorin revenait de sa grossesse et qui avait quand même remporté 2 victoires aux championnats du monde. Alors que le premier hiver avec post-Badiou, c'était avec Poré, les filles tournaient à 79,13%, donc ça a noté déjà une légère baisse. Et là, sur l'exercice qui vient de se terminer, on est quand même descendu à 77,83% de réussite. Donc c'est dire quand même si la baisse a été assez significative cette saison. Tout à fait, bon, on l'a vu hein, sur la dernière saison, sur les skis, il n'y avait pas trop de soucis. C'est vrai que le tir a été assez problématique. Hein. On se souviendra toujours de ce coup de gueule de Fred Jean hein, suite aux mondiaux hein, notamment. Et à ton avis, Aymeric, avec ces statistiques évoquées, est-ce que le retour de Jean-Paul Jacquinot, c'est une reprise, une marche en avant, même si évidemment hein, c'est le terrain qui donnera les résultats, mais est-ce que tu penses que c'est bien pour l'équipe de France féminine ? Alors personnellement, je ne m'attends pas à un retour salvateur comme tu le dis. D'accord. Je pense que pour certaines filles, le mal est profond. Enfin, si on peut parler d'un mal, hein. Et je ne pense pas que c'est en un hiver que leurs moyennes au tir vont s'améliorer de manière significative. Alors quand je dis significative, j'entends d'être en capacité de rivaliser avec les meilleurs. D'accord. Parce que quand on voit par exemple les 5 filles qui ont fait la saison 2019-2020, mis à part Denise Herrmann qui a 77% de réussite, les 4 autres sont tout au-dessus de 81,5% de moyenne. Alors que nous, chez les filles, c'est loin d'être le cas, quoi. Alors bien sûr, après, bon, pour te contredire un petit peu, hein, faut pas oublier, en regardant le classement général de la dernière saison, que malgré ces fautes assez récurrentes au tir, hein, des filles comme Justine Breza ou encore Julia Simon ont quand même réussi à faire une saison plus qu'honnête en terminant dans le top 10. Hein. Elles ont même, jusqu'à mi-saison, pensé qu'elles pouvaient encore jouer le classement général, hein, au moins les 3 premières places. Donc on se dit que déjà une petite amélioration pourrait quand même hein, les faire avancer un petit peu dans ce classement, mais en tout cas, voilà. Donc toi, tu penches un petit peu moins pour le retour salvateur. Ouais, exactement. Les Jeux Olympiques sont dans 2 ans. Après, si je peux apporter encore quelques statistiques, pour des filles, donc voilà, comme tu disais, comme Julia et Justine, je pense pas qu'elles vont faire une saison pire que celle qu'elles viennent de terminer. Avec, ouais, on leur souhaite pas, et puis je pense que ça va être dur quand même de faire pire. Une plus mauvaise saison en tout cas au tir que ce qu'elles ont fait avec 74% et 76% de réussite, ça va être compliqué. C'est sûr. Après Anaïs Bescon, c'est celle qui connaît le mieux Jean-Paul Jacquinot, parce qu'elle a passé quand même déjà beaucoup de temps avec lui. Et puis c'est loin d'être la plus mauvaise au tir hein, quand même, elle tourne à 81,76% de réussite, donc c'est pas dégueulasse. Ah bah bien sûr. Après pour ce qui est de Chloé et Caroline Colombo, bon, elles ont fait quelques courses en IBU Cup, et franchement... si on rajoute leur moyenne d'IBU Cup, on a Chloé Chevalier qui monte à 87% de réussite, donc c'est joli. Ah oui. Et Caroline qui monte à 80% de réussite. Et enfin, le dernier membre de l'équipe de la saison 2019-2020, par contre, Célia Aymonier, bon, je pense que... Voilà, qui a pris sa retraite. Un petit peu, ouais, cause perdue, hein, si on peut dire ça comme ça, avec 73% de réussite au tir. Voilà, une difficulté qu'elle a rencontrée un peu pendant toute sa carrière. Ouais, c'est loin d'être... C'était loin d'être son truc, quoi, le tir. Eh bien, écoutez, affaire à suivre, hein, donc. On change de sujet, mais on reste sur la planète bleue. Deuxième sujet donc de cette émission, hein, avec les sélections masculines et féminines qui viennent d'être dévoilées par la Fédération française de ski. Donc peu ou pas de surprise à première vue, avec une sélection masculine très dense et de qualité malgré le départ en retraite de Martin Fourcade, hein, et un quatuor féminin plutôt attendu également. Donc avant de lancer le débat, Romain, je te laisse nous présenter ces sélections tricolores. Oui, donc la fédération a dévoilé les sélections pour le prochain hiver. Bon, il n'y a pas vraiment de surprise, en tout cas pour les équipes premières A. On retrouve chez les hommes les 5 hommes forts de la saison passée qui étaient à côté donc, de Martin Fourcade. Alors on retrouve Quentin Fillon-Maillet qui est désormais le numéro 1 français au vu de sa 3e place au classement général de la saison dernière. Emilien Jacquelin également, voilà, qui progresse d'année en année et qu'on forge beaucoup d'espoir sur lui sur les prochaines saisons. Simon Détieux également qui est toujours là. Fabien Claude qui prend sa place en A après une très bonne saison la saison passée où il a notamment fait son premier podium à Pokljuka, on se souvient bien, sur l'individuel. Et aussi évidemment Antonin Guigona qui a été le 6e homme des Bleus
l'an dernier, mais qui a fait une saison plutôt correcte. Mais Ils terminent tous dans le top 30, hein, ces 5 garçons. Hein. oui, c'est ça, voilà, tous les 6 hommes dans le top 30 du coup, et ce qui est tout à fait logique de les retrouver, et voilà, ces 5 en tout cas, sans Martin Fourcade l'année prochaine aussi en équipe A. Donc voilà pour ces 5 hommes attendus et peut-être un sixième hein, qui va rejoindre pour la préparation l'équipe de France là, très très prochainement. Aymeric, tu voulais nous dire un mot? Alors oui, donc avec le départ de Martin Fourcade, il y avait une sorte de doute qui subsistait autour du fait de savoir qui allait prendre sa place numériquement au sein de l'équipe de France A. Et finalement, il y aura personne qui prendra sa place en équipe de France A, mais le jeune Martin Péria-Bottonnet viendra s'entraîner avec le groupe A durant tous les rassemblements estivaux. D'accord, donc il est plutôt en pôle pour ce rôle de sixième homme pour l'instant. Exactement. Donc pour parler un peu plus de lui sur l'hiver qui vient de terminer, donc c'était sa deuxième saison du Bay Cup. Sur l'exercice précédent, donc 2018-2019, il avait terminé 18e du général. Et cet hiver qui vient de se terminer, il a clos la saison avec 302 points de plus et il a terminé 4e du général. Donc il a fait preuve quand même d'une belle progression en un hiver. Une nomination plutôt logique. Alors après son top résultat de l'hiver, il le signe avec une deuxième place sur le sprint de Martel pour moins d'une seconde derrière le très fort norvégien Endre Strømsheim. Donc c'est une performance quand même, une belle performance de sa part. En tout sur la saison, il nous a quand même sorti 10 top 10, donc c'est pas rien. Et derrière la carabine, il a l'air assez bon aussi, avec 88% de réussite. Donc tout bonnement, assez logiquement, je comprends le fait qu'il aille s'entraîner avec l'équipe de France A pour cette période estivale. Et ça apporte aussi un peu de son œuf aussi, avec après le départ de Martin. Voilà, c'est tout bon, je pense, aussi. De voir un peu des nouveaux visages, avec voilà, des Emilien, des Fabien, maintenant un Martin Péria-Bottonnet. Je trouve que voilà, c'est une bonne chose et il va pouvoir emmagasiner pas mal d'expérience cet été, même si il participera peut-être pas forcément à toutes les courses la saison prochaine en Coupe du Monde. Très bien pour ces messieurs. On n'a pas été très galant, mais c'est pas grave. On va quand même passer aux dames. Et donc cette composition, Romain, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, du côté des dames, bon, il n'y a pas trop de surprises non plus, comme chez les hommes. On retrouve voilà, les principaux noms qui ont fait la saison passée, à commencer donc par les deux biathlètes des saisies du nom de Justine Breza et Julia Simon. Voilà, seront accompagnés également par Anaïs Bescon, qui a déclaré qu'elle irait au moins jusqu'aux Jeux de Pékin. Et évidemment, on peut également noter le retour d'Anaïs Chevalier. Très attendu, hein. Le retour très oui, attendu. qui a fait un an de pause qui a donné naissance à son premier enfant. Et du coup, qui va faire son retour à la compétition la saison prochaine. Donc voilà, on espère qu'elle sera au niveau. Voilà, elle est partie. Quand elle est partie, justement, elle était à un très très bon niveau. Hein. C'est vrai que. Ah non, pas forcément. Elle avait Non. connu une saison 2018-2019 assez compliquée où elle avait fait des mondiaux d'Östersund voilà, en deçà. Un peu voilà, comme l'ensemble de l'équipe de France, on va dire. Du coup, voilà, je pense que cette pause d'un an lui a fait énormément de bien. D'ailleurs, elle le dit, hein, que au niveau mental, fraîcheur, c'est un gros plus, du coup. Donc après, c'est au niveau physique, on va voir ce que ça va donner. Elle a évidemment pris un peu de retard, mais bon, en tout cas, moi, je me fais pas trop de soucis. Je pense qu'elle sera au niveau. Et qui avait Et quand même aussi de très bonnes performances sur les skis aussi, hein, les chevaliers. Hein, oui, c'est une biathlète qui est assez rapide, hein. complète, hein, les chevaliers. Ça risque de skier très au vite l'année tir et au prochaine. ski, voilà, c'est ça exactement. Donc moi, je me fais pas trop de soucis. Mais sinon, après, voilà, on retrouve 4 filles dans le groupe A. Ah, et la petite surprise, c'est qu'on peut retrouver dans le groupe B Chloé Chevalier et Caroline Colombo. Mais comme Martin Péria-Bottonnet, voilà, ces deux filles s'entraîneront avec le groupe A tout au long de l'été. Donc bon, je pense que c'est plus un rappel des coachs pour leur dire qu'elles n'ont pas tout à fait encore leur place en Coupe du Monde. En tout cas, voilà, elles devront batailler pour avoir un ticket d'entrée pour l'étape de pré-saison à Kontiolahti. D'accord, mais merci Romain. Alors justement, une petite question que j'avais envie de vous poser, ça va nous permettre d'évoquer un peu cette équipe B au passage. Donc ce qui ressort de vos analyses, c'est quand même une certaine continuité dans ces équipes. Mais cette continuité, justement, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou plutôt le signe d'un manque de relève? Qu'est-ce que vous en pensez, Aymeric, par exemple? Alors moi je voulais rajouter un petit truc sur Anaïs Chevalier. Il faut savoir que depuis le départ à la retraite de Marie Dorin Imbert, c'est la biathlète femme la plus régulière au tir.
Donc je pense que son retour, ça va apporter quelque chose de bon à la dynamique du groupe français, que ce soit de manière générale ou au tir. Donc son retour, ça peut être que positif. Et ensuite, pour Chloé Chevalier et Caroline Colombo, personnellement, j'étais sûr qu'elles allaient être sélectionnées en équipe de France A. Et bon, elles sont en équipe de France B, et comme Romain le rappelait, je pense que c'est une petite piqûre de rappel pour leur dire que leur place n'est pas définitivement acquise en équipe de France A, et qu'il va falloir qu'elles continuent à se battre tout l'hiver si elles veulent espérer être sélectionnées parmi les 4 pour les championnats du monde. Mais justement, Émeric, très bonne perche tendue, parce que moi, c'est la question que je voulais vous poser. Hein. Là, on parle d'une certaine continuité dans les équipes, mais est-ce que pour vous, cette continuité, c'est plutôt une bonne nouvelle ou plutôt le signe d'un manque de relève? Romain, qu'est-ce que tu en penses? Du côté des hommes, on l'a bien vu la saison dernière, on avait 6 hommes dans les 30. Donc de toute façon, je crois que quasiment aucune nation n'a ce bilan. Peut-être hormis la Norvège. Mais d'avoir du coup 5 hommes de ce niveau, bon, de toute façon, avoir une place dans ce groupe, c'est, je ne vais pas dire qu'ils ont mission impossible, mais en tout cas, voilà, c'est très compliqué. Après, oui, on peut toujours regarder derrière, mais on voit comme un Emilien Claude qui a fait sa première saison en IBU Cup la saison dernière. Et il a fait une très très bonne saison. Il décroche notamment 2 quatrièmes places au championnat d'Europe, donc c'est pas rien, quoi. Ouais, il a très bien terminé son hiver, donc je pense qu'on pourra fortement miser sur lui. Il était régulier ouais, tout le long de l'hiver. C'est ça, c'est ça. Non, mais je suis d'accord avec vous. Après, quand on regarde la saison dernière, par exemple, et c'est assez rare hein, dans les annales, hein, aucun garçon de ce groupe, qui est certes magnifique, hein, n'est descendu en équipe B l'année dernière, ou du moins, enfin, n'a pas disputé de course d'IBU Cup. Antonin Guigona a été un peu mis de côté, ça allait moins bien, mais il est quand même revenu. Justement, c'est pour ça que parce que je me permets de vous poser la question. Les 6 hommes ont été présents du début à la fin, quoi. C'est pour ça, justement. C'est pas... Voilà, c'est plus pour des questions de résultats hauts de l'équipe A que de mauvais résultats de l'équipe B. Après, oui, chez les hommes, c'est ça, mais... Comment dire, après, oui, on peut peut-être plus se poser la question chez les dames, par exemple. Où ça a été des résultats un peu plus en dents de scie, où voilà, on n'a pas un groupe de 6 filles constant, aussi régulier que chez les hommes. Mais après, voilà. Parce que si je me souviens bien, chez les dames, je sais plus laquelle, Chloé Chevalier ou Corinne Colombo, une des deux n'a pas participé à des étapes, mais elles n'ont pas été remplacées. Voilà, Chloé Chevalier, elle a été toute la saison avec l'équipe de France A, sauf pendant la période des championnats du monde, où elle est allée au championnat d'Europe, et desquels elle est repartie avec une médaille. Et oui, donc c'est bien Caroline qui est redescendue en IBU Cup un petit moment, et mais elle n'a pas été remplacée. Il n'y a personne de l'équipe B qui est monté pour la remplacer. Et non, personne ne l'a remplacée, ouais, parce que derrière, oui, comme tu le dis, hein, le niveau est un peu en deçà. Il y a quand même il y a plus gros écart entre les filles de l'équipe de France A et celle B, je trouve, que entre l'équipe de France A hommes et les B. Après, elles sont peut-être un peu plus jeunes aussi, je pense, comme des Camille Benet, des Sophie Chauveau qui ont connu leur première saison complète l'an dernier en IBU Cup, qui sortent juste... Camille Benet, oui, il ne faut pas oublier, elle a pas encore 20 ans, elle a 19 ans, et donc l'année dernière, elle a même fait les championnats du monde junior. Donc c'était toute jeune, hein. C'est très jeune équipe, ouais. Donc c'est pour ça aussi, je pense qu'il y a aussi un écart, c'est que le groupe B est assez jeune. Et il y avait quand même peut-être un peu plus d'attente sur Guylaine Guigona et Lou Jean Monod, et malheureusement, ça c'est pas vraiment... Et même Myrtille Beg aussi. Beg, oui, qui est partie à la retraite. Qui n'a pas réussi à confirmer. Ils n'ont pas vraiment réussi à confirmer, ouais, toutes les trois. Qui a arrêté sa carrière professionnelle, ouais. D'accord, ok. Bah écoutez, merci pour ce débat hein, qui risquera de nous tenir en haleine hein, tout au long de la saison. Mais avant de passer au sujet suivant, Romain, tu voulais nous faire un point sur les autres sélections majeures qui ont été annoncées ces dernières semaines. On t'écoute. Oui, comme la France, pas mal de nations ont annoncé leur sélection pour la prochaine saison. Donc à commencer par l'Italie qui confirme donc son carré d'as dans le groupe A avec Dorothea Virer qui a annoncé d'ailleurs qu'elle allait continuer jusqu'aux Jeux de Pékin 2022. Également avec la présence de Lisa Vitozzi, on espère évidemment qu'elle fera une meilleure saison que la précédente, qu'elle pourra donc confirmer ce qu'on attendait d'elle après la saison 2018-2019. Et une ambiance assez tendue dans le groupe dames. Oui, on sait. L'avant mondiaux a été un peu houleux entre les deux italiennes. Mais sinon, voilà, le carré d'as est complété chez les hommes avec Lucas Hofer et Dominique Windisch. Donc voilà, 4 biathlètes d'expérience qui vont mener cette équipe qui a pris un coup de jeunes,
Donc le staff italien a décidé de rajeunir le groupe en mettant des biathlètes des années 2000, avec par exemple Didier Bionas ou Tommaso Giacomel qui intègrent le groupe A. Donc le but en fait pour eux c'est d'emmagasiner un maximum d'expérience en vue des Jeux Olympiques de Pékin qui auront lieu dans 2 ans. Et du coup, en voulant rajeunir ce groupe, forcément ça fait des malheureux. Avec dans le groupe B, on retrouve des Federica Sanfilippo, des Nicole Gontier ou même des Thomas Bormolini qui étaient souvent à chaque fois présents dans le groupe A en compagnie donc, du Carellas. Et du coup, voilà, ils vont devoir batailler pour se faire une place en Coupe du Monde la saison prochaine. Ouais, donc en Italie, on garde les valeurs sûres et on renouvelle un peu Voilà, c'est ça le reste exactement. de l'équipe. C'est un peu, voilà. Ok. Bon, nation suivante. Oui, du coup, on va passer outre-Rhin avec l'Allemagne, où les groupes sont assez étoffés. Il n'y a pas vraiment de surprise. On peut toutefois noter que certains athlètes sont assurés d'être présents sur les premières étapes de Coupe du Monde. Par exemple, Denis Zerman, Franziska Preuss, Vanessa Hintz chez les dames. Et évidemment, chez les hommes, Bénédicte Doll ou bien Jonas Kuhn, qui ont été les 2 hommes forts de la saison passée, avec également Arne Pfeiffer ou Philippe Horn. Très prometteur, Philippe Horn. Voilà, et sinon, les autres devront gagner leur place lors des championnats d'Allemagne durant cette préparation ou même durant les stages également. Avec l'énigme Simon Schemp, on a du mal à... Voilà, Simon Schemp, on retrouve Simon Schemp qui a hésité la saison passée à prendre sa retraite. Et finalement, on va sans doute repartir encore pour 2 années supplémentaires jusqu'au jeu. Très bien. Une autre nation, je crois. Oui, aussi, la Norvège a annoncé ses sélections. On retrouve évidemment les frères Bø, Johannes et Tarjei, qui vont mener cette équipe masculine. Ils accompagneront Vettel Christensen, Johannes Dalle, Erlend Bjørntegard et le petit nouveau Sturla Lagrade, qui est arrivé en cours de saison à Nové Mesto la saison dernière, qui a marqué de gros points des Nové Mesto et du coup accède directement au groupe A pour la saison prochaine. Et ça pousse fort derrière aussi, l'équipe de Norvège. Les places oui, vont être chères. de toute façon en Norvège il y a un énorme vivier, de toute façon c'est certain. Comme chez les dames d'ailleurs, où on retrouve évidemment Thierry Lecoff ou Marthe Holzbourg-Rosseland et Ingrid Tondrevold. Et elles sont accompagnées de 3 jeunes, Ida Algen et Caroline Knoten, qu'on a déjà vu la saison passée sur les relais. D'ailleurs, ces deux filles-là étaient présentes sur le dernier relais que les Norvégiennes ont remporté à Nové Mesto. Et enfin, on retrouve une Emilie Kalkenberg qui a 25 ans et qui promet aussi beaucoup pour l'avenir. Un groupe où la Norvégienne Solendal a pris sa retraite. C'est ça. Donc ça libère des places encore plus pour les jeunes. Ok, on termine avec la Suède. Oui, avec la Suède, où on retrouve un groupe aussi classique par rapport à la saison passée. Et évidemment, on notera la présence de Stina Nilsson, la petite nouvelle dans le groupe qui vient du monde du fond, où elle devrait commencer cette prochaine saison en IBU Cup. Mais on verra ce que ça donne. C'est sûr qu'on ne s'interroge pas forcément sur son niveau de ski, mais plutôt sur son niveau de tir. Mais voilà, en tout cas, ça va être une belle attraction pour la saison prochaine. Il y a eu des réussites, il y a eu des loupés. On verra dans quelle catégorie elle se place. On peut parler de Denis Zerman pour la réussite, qui est devenue une des meilleures mondiales de la discipline. Magdalena Forsberg aussi, sa compatriote. Oui, Magdalena Forsberg, qui est l'une des meilleures biathlètes de la discipline de tous les temps. Après, chez les hommes, on se souvient de Lars Berger, le Norvégien, qui était capable du meilleur comme du pire. Donc Stina Nilsson sera accompagnée évidemment des sœurs Heuberg, de Anna Heuberg, qui continuera sa progression, qui sera sans doute une tête d'affiche encore l'année prochaine. Très jeune équipe de Suède. Et du côté des hommes, on retrouve aussi un peu les mêmes que la saison passée. Évidemment, il y a la présence de Sebastian Samuelsson, qui, on peut dire, a un peu déçu quand même la saison passée. On l'attendait un poil plus quand même. Je crois que son meilleur résultat, c'est une 10e place sur l'individuel d'Antols. C'est ça. Ensuite, la saison d'après, il avait fini 22e du général, et là 28e. Donc on peut noter une petite baisse, mais voilà, il est encore jeune, il vient d'avoir 23 ans. C'est vrai. Donc on fonde encore plein d'espoir en lui, et voilà, il sera à la tête d'une équipe composée de 5 hommes dans le groupe A,
avec un petit nouveau du nom de Malte Stephenson qui vient tout droit d'IBU Cup et qui fait son apparition dans ce groupe pour la saison prochaine. Et qui va essayer voilà, de gagner sa place. Parfait. Alors, juste avant de clôturer ce sujet, pour être totalement complet, Emeric, est-ce que tu peux nous citer, on a beaucoup parlé des équipes de France A, hommes et femmes, on a bien évoqué l'équipe B dames, mais l'équipe B hommes, on n'a pas cité les différents noms, est-ce que tu peux nous les donner s'il te plaît? Alors oui, chez les hommes, donc on retrouvera le fameux Martin Pirabodonnet qui s'entraînera avec Léa cet été. On aura également un autre Martin qui s'appelle donc Martin Bourgeois République, Hugo Rivaille, Émilien Claude, le troisième frère Claude, le plus jeune des trois, Sébastien Mahon, Guillaume Desmus, Ambroise Meunier et Pierre Monnet. Voilà, une équipe plutôt grande, plutôt consistante. Parfait, merci Romain, merci Emeric, c'est l'heure du 5 sur 5. Le 5 sur 5, c'est quoi? C'est 5 informations récentes de la planète biathlon en quelques mots et on commence local, Emeric, avec 3 informations franco-françaises. Alors oui, on commence par les équipes de France A qui vont se retrouver pour leur premier rassemblement estival. Donc à la base, ils devaient aller dans le sud de la France. Mais bon, à cause du coronavirus, comme on le sait tous, on n'a pas le droit de partir à plus de 100 km de son domicile. Donc le rassemblement a été annulé. Et finalement, à partir de lundi, donc le 1er juin, là, les Bleus vont prendre la direction de Prémanon dans le Jura, au sein des infrastructures du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne. Et comme on l'expliquait dans l'article paru sur le site il y a quelques temps, les biathlètes vont devoir suivre des règles assez strictes. Parmi elles, un seul biathlète par chambre, un par table au moment du repas, ou encore l'utilisation d'un tapis sur 2 au pas de tir. Seconde actualité du biathlon français, on parlait un peu plus tôt du retour de Jean-Paul Jacquinot en tant qu'entraîneur de tir de l'équipe de France Dame A. Et donc pour prendre sa place chez les jeunes aux côtés de Simon Fourcade, nous retrouverons Claire Breton. Pour ceux qui ne savent pas qui est Claire Breton, c'est une ancienne biathlète qui compte plusieurs sélections en Coupe du Monde en UBU Cup de 2008 à 2014 et qui travaillait jusqu'à sa nouvelle prise de poste en tant qu'entraîneur de ski de fond au comité des sports de neige du Dauphiné. Et donc pour finir les actualités franco-françaises, le stade de biathlon qui a vu passer entre autres les frères Fourcade entame de gros travaux qui ont pour but d'augmenter le nombre de pas de tir à 18 cibles, de créer une nouvelle aire de départ-arrivée ainsi qu'un chalet vestiaire, et aussi d'allonger la piste de ski roue. Donc si tout se passe comme prévu et que les travaux se déroulent bien, le stade devrait réouvrir à la mi-juin. Eh bien, on ne peut que vous encourager à y aller. Donc voici pour les infos de l'Hexagone et on poursuit Emeric avec, pour changer, du rififi chez les Russes. Nouvel épisode dans le désordre qui règne au sein du biathlon russe. Il y a quelques temps, on apprenait que Robert Kaboukov et Vladimir Korolkevitch étaient nommés par le conseil d'administration comme entraîneurs des équipes de Russie. Sauf que le président de la fédération, Vladimir Drachev, avait décidé de ne pas signer les documents, ce qui a eu pour impact en fait que le ministère a refusé les noms proposés par le conseil d'administration. Et cette semaine, ce fameux Vladimir Drachev a proposé 2 autres noms, différents des premiers, qui sont Yuri Kaminsky et Mikhail Chachilov. Et donc, on devrait avoir la réponse sur qui va être nommé dans quelques jours. S'ajoute à ça le fait que Alexander Kasperovitch, qui est l'entraîneur de Loginov, vient d'être nommé à la tête de l'équipe de biathlon de Bulgarie, les hommes. Alors c'est pas vraiment un problème, mais il y a un flou qui plane autour du fait de savoir avec qui va s'entraîner Alexander Loginov, avec son équipe nationale, ou bien avec son entraîneur personnel en Bulgarie. Parfait, et donc on termine ce 5 sur 5 avec un nouveau prétendant pour accueillir une étape de Coupe du Monde. Après avoir inauguré en 2013 le site de Lenzerheide, la Suisse espère accueillir une étape de Coupe du Monde prochainement. Alors, sur son CV, Lenzerheide peut se vanter d'avoir eu plusieurs étapes d'IBU Cup sur ces dernières saisons, et surtout la saison dernière, les championnats du monde jeunes et juniors qui sont déroulés au mois de janvier sur ce site de Lenzerheide. Grâce à tout ça, la Suisse espère avoir un dossier assez solide pour être retenue et voir revenir sur ses terres une Coupe du Monde qu'elle n'avait plus accueillie depuis 83-84 pour les hommes et 84-85 pour les dames. La Suisse devra donc attendre jusqu'à l'automne prochain pour savoir si elle est retenue parmi la liste des sites qui accueilleront une étape de Coupe du Monde pour le cycle 2022-2026.
Merci Émeric pour ce 5 sur 5 très complet. On passe au sujet suivant. Et donc pour ce quatrième sujet, intitulé Johannes Beu, objectif 2026, je vous explique. Ultra dominateur depuis 2 ans face à des adversaires prometteurs mais encore un peu tendres, un peu justes, le double tenant du titre de la Coupe du Monde s'est récemment confié sur son désir de poursuivre sa carrière jusqu'aux Jeux Olympiques de Milan 2026. Il sera alors âgé de 33 ans. Avant de passer au débat, lisons ensemble la déclaration complète de Johannes Beu qu'il a donnée aux médias norvégiens TV2. J'irai jusqu'en 2026, puis j'arrêterai. Je pense que les années vont passer vite car ma motivation est de plus en plus forte. Je pense que les Jeux Olympiques de 2026 en Italie seront formidables, mais il est impensable d'arrêter avant cette date. Ce sera le moment parfait pour moi de mettre un terme à ma carrière. Je pense qu'à 33 ans, il est temps que la vie soit un peu différente du monde du sport de haut niveau, et puis j'ai aussi eu une longue carrière. Voilà donc pour la déclaration du Norvégien. Alors, la question que j'ai envie de vous poser suite à cette interview, même si elle peut paraître un peu déplacée, c'est Johannes Beu jusqu'en 2026. Est-ce que pour vous, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour l'intérêt de la compétition? Émeric, je te laisse la parole. Alors, j'ai plusieurs axes différents. Tout d'abord, s'il continue à être ultra dominateur comme il l'a été là sur les 2 dernières saisons, je pense que le niveau spectacle, ça risque d'être vite vu, quoi. On risque de s'ennuyer un peu, oui. Il va encore dominer pendant quelques années. Bon, après, la bataille, elle sera surtout pour savoir qui va être deuxième derrière Johannes. Mais après, il ne faut pas non plus se plaindre. On a eu quand même un Martin Fourcade ultra dominateur pendant cette saison. Donc, on n'a rien à dire de ce côté-là. Après, Oui, ça nous a moins gêné que ce soit Martin Voilà. Fourcade qui fasse ces 7 saisons incroyables. Exactement, oui. Alors après, autre point aussi qu'il faut noter, c'est que certes, il a été ultra dominateur, mais derrière, la concurrence commence à être de plus en plus forte. Alors notamment côté français avec le jeune Émilien Jacquelin. On rappelle, il est jeune, donc il a le temps de voir venir encore et de s'améliorer pour se rapprocher le plus possible des performances de Johannes et le combattre avec de meilleures armes. Et aussi, Alors, la marge est grande quand même, j'entends bien ce que tu dis, Émeric, mais quand on regarde le classement de l'année dernière, on enlève Martin Fourcade, qui n'est plus là. Malgré ses 2 impasses en janvier, il termine avec, je crois, quasiment 100 ou même 100 points d'avance, plus de 100 points d'avance sur le 3e qui est Quentin Fillon-Maillet. Exactement. Donc on va peut-être pas s'attendre non plus à une bataille dès l'année prochaine. Ouais, voilà, peut-être que l'année prochaine, ça sera encore une saison ultra domination de Johannes, mais avec les années qui arrivent et l'expérience accumulée, je pense que d'ici 2 ans... Tu n'as pas peur je reviens sur ma question, l'intérêt de la compétition. Alors, on revient pas sur le fait, Johannes Beu, c'est un athlète qui est très apprécié alors, par notre rédaction et d'une manière générale, quelqu'un de très fair-play, Martin Fourcade l'a dit à plusieurs reprises. Mais nous, on se pose en tant que spectateur. Alors, ce petit côté chauvin qui fait que quand c'était des Français qui gagnaient, on était content, ou Martin Fourcade. Mais là, vraiment, est-ce que tu n'as pas peur que la messe soit dite et qu'il commence les poursuites avec plus d'une minute d'avance, qu'il écrase tout et que du coup, on s'ennuie un petit peu, Alors, clairement. Non, j'en ai pas peur parce qu'au final, si on peut faire le parallèle avec d'autres sports, donc on va prendre que ce soit le foot avec par exemple Paris en Ligue 1 ou comme ça a été les Golden State Warriors en NBA, c'est des équipes quand elles font que gagner, ça apporte de la visibilité en plus sur le sport. Quand quelqu'un réussit des performances, bat des records, ça amène du monde et ça ramène de l'intérêt. Aussi, pour intervenir aussi, le truc c'est que Johannes Beu est un athlète aimé aussi par le public. Oui, bien sûr. Et ça compte énormément. Je pense que même si il domine, les gens apprécient ses performances. Et je pense que ça compte énormément. Même s'il domine exactement. Évidemment, on peut une bataille. Il est devenu ce qu'il est devenu grâce à Martin Fourcade aussi. Du tonnerre pour le gros globe. Mais je trouve que c'est. Johannes Beu renvoie une très belle image du biathlon, de son sport. Et l'intérêt se portera aussi, je pense, l'intérêt de la compétition se portera aussi sur le fait de savoir qui va réussir sur chaque course à venir le matcher du plus possible, qui va réussir à on sait pas le faire tomber de sa marche. On ne sait pas de quoi est fait l'avenir. Et ça va booster la concurrence. Je suis d'accord avec vous, ça va booster la concurrence. Johannes Beu est devenu ce qu'il est devenu certainement aussi parce qu'il avait un adversaire qui s'appelait Martin Fourcade et ça l'a obligé à se surpasser pour devenir ce qu'il
ce qu'il est aujourd'hui. Donc c'est vrai que Justement, d'autres voilà, athlètes, justement ça va être la même chose pour ses adversaires. Ils vont vouloir progresser pour pouvoir lui tenir la dragée haute, comme l'a fait Johannes avec il va Martin. tirer l'ensemble du biathlon vers le haut, Voilà. quoi. C'est ça, exactement. on espère, mais en soliste, ça peut toujours être moins intéressant. Une Après, petite voilà, question c'est 2026, c'est dans 6 ans, c'est encore très loin, on ne sait pas ce qui peut se passer. Comme la saison 2018-2019 de Martin Fourcade, on l'a pas du tout vu venir. on l'a pas vu venir. Je Oui, pense oui, bien sûr. que même Martin lui-même ne l'a pas vu, donc voilà, il peut avoir un gros trou aussi, Et un gros trou d'air justement, Romain, tu nous, dans sa. Voilà. alors c'est possible et ça me permet de rebondir. Justement, tu parlais de Martin Fourcade, de Johannes Beu, on a parlé de 2026. Petite question subsidiaire. Est-ce que vous pensez qu'à l'heure actuelle, Johannes Beu a le potentiel pour au moins égaler les 7 gros globes consécutifs, voire même dépasser Martin Fourcade jusqu'en 2026? Alors, c'est compliqué aujourd'hui de te dire. Oui, mais c'est En tout cas, mouiller un petit peu. au niveau qu'il a actuellement, oui. C'est sûr que si ça reste comme ça pendant les 5 prochaines années, oui, il peut. Mais voilà, après, tout dépendra de sa volonté, De la motivation des autres à vouloir le battre. voilà, de ses adversaires, sa motivation. Parce que voilà, on dirait que c'est facile comme ça de remporter des courses comme il fait depuis 2 dernières saisons. Là. Mais voilà, c'est énormément de sacrifices, de toujours être constant, régulier. C'est ça, et ça dépendra de la concurrence aussi, on l'a dit au début de ce débat, hein, bien évidemment. Voilà, donc c'est sûr qu'on pourrait. Voilà, c'est compliqué. C'est compliqué de répondre à cette question. Et puis, est-ce qu'il vivra la paternité aussi bien que Martin l'a vécu? Peut-être que ça l'affectera d'une manière différente et qu'il perdra peut-être finalement un peu en motivation et que ça relancera l'intérêt. En tout cas, il l'a bien vécu sur les mois qu'on suivi. Son individuel de retour de congé paternité a été assez exceptionnel en effet. Ok. Affaire à suivre. Et bien alors, hein, réjouissons-nous de pouvoir voir un tel athlète jusqu'en 2026. Et puis encore une fois, on aura l'occasion d'en reparler dans les prochains numéros. On passe au calendrier de la prochaine saison. L'IBU a dévoilé le calendrier officiel de la saison 2020-2021. Quelques nouveautés sur les différentes étapes, avec bien évidemment l'apparition du site de Pékin dans le cadre de l'épreuve pré-olympique. La nouveauté majeure, c'est aussi et surtout l'apparition de l'épreuve de Super Sprint, un format bien connu des amateurs d'IBU Cup. Et cette épreuve, elle apparaîtra sur la dernière étape de la saison à Oslo. Alors, avant de débattre sur ce sujet, Robin va nous présenter brièvement le calendrier de la prochaine saison. Oui, je vais vous décrire assez rapidement le calendrier de la prochaine saison. Donc ce sera un calendrier composé de 11 étapes, alors qu'habituellement on en compte 10. La nouveauté donc, qui est au début avec l'apparition d'une étape d'ouverture de saison qui aura lieu à Kontiolahti. C'est une étape qui comptera pour le classement général de la Coupe du Monde, où il y aura donc cette étape se fera sur un week-end avec des individuels et des sprints. C'est donc un individuel qui lancera la saison, d'accord. C'est ça, tout à fait. Et du coup ensuite on aura un calendrier plutôt classique avec l'étape d'Östersund, suivi d'Orfilsen, et enfin pour conclure le mois de décembre, l'étape d'Annecy le Grand Bornand, dont on espère qu'elle pourra se dérouler normalement avec la présence du public. Donc voici pour ce mois de décembre. Donc pour le mois de janvier on retrouve le fameux triptyque avec les 2 étapes allemandes, Oberhof et Ruppolding, et pour terminer l'étape d'Antolz-Anterselva qui retrouve sa place sur la fin du mois de janvier car la saison dernière elle organisait les mondiaux qu'organiseront par ailleurs l'étape de Pokluka en février qui sera le point d'orgue de cette saison. Et ensuite pas de temps de respirer pour les biathlètes qui prendront la direction de la Chine pour une étape exotique à Pékin qui est le lieu des prochains Jeux Olympiques. Est-ce qu'on a les formats de course sur cette épreuve de Pékin, justement, les formats de course qui seront proposés? Oui. Donc, ils commenceront par des relais, donc féminin et masculin, suivis ensuite par des sprints et des poursuites. D'accord. Par contre, vous vous douterez que il faudra se lever un peu tôt en raison du décalage horaire. Les courses seront aux alentours des 9h, hormis donc, le sprint dames le samedi qui se courra dès 6h35. Donc il faudra se coucher tôt et faire le plein de café pour le matin pour suivre attentivement cette course. Donc voilà pour ce qui est de l'étape pré-olympique où apparemment tous les athlètes ne seront pas forcément au rendez-vous
n'ont pas forcément envie d'y participer. C'est ce qu'a déclaré Johannes Beu récemment, oui, c'est vrai. Oui, ils ne trouvent pas ça indispensable de participer à cette étape pré-olympique un an des JO. Et en plus, il n'y a même pas 2 semaines d'écart entre les mondiaux, donc ça va être. Voilà, c'est ça, hein, parce que C'est assez serré. C'est un programme quand même assez serré, c'est ça, je trouve. Ouais, je trouve ça assez étonnant, je trouve, de la part de l'IBU, ce faible écart entre les mondiaux et cette étape pré-olympique, voilà, où il faut traverser quasiment tout le globe, en fait. Voilà, c'est ça. C'est cette étape pré-olympique ne clôturera pas la saison. Il y a encore un beau programme derrière, et donc tu disais justement avec les mondiaux. C'est ça. Et enfin, donc, du coup, la saison se terminera par 2 étapes sur le mois de mars avec l'étape de Novi Mesto, puis les finales qui se dérouleront comme d'habitude, comme souvent, sur la colline d'Holmenkollen, avec, comme tu l'as dit tout à l'heure, une nouveauté dans le programme avec l'apparition du super sprint. Merci Romain pour cette présentation. Alors tu m'as tendu une perche justement sur ce super sprint qui fait déjà bien débat au sein de la planète biathlon. Alors avant de vous expliquer exactement ce que c'est, d'abord quelques témoignages relevés de biathlètes qui ont donné leurs impressions, et je peux vous dire d'ores et déjà que c'est pas très glorieux, notamment Sébastien Samuelsson qui trouve que c'est un peu spécial de le mettre en fin de saison. Romain vous le précisait tout à l'heure, ça aura lieu sur la dernière étape. Quand justement ce que dit Samuelsson, donc un peu spécial de le mettre en fin de saison, quand tout se décide, car nous n'avons jamais couru sur ce format à ce niveau. Bien sûr, cette distance est attrayante, personne ne la conteste. Donc il est un petit peu plus quand même modéré. Johannes Beu, lui, il déclare: idéalement, j'aurais préféré qu'on place le super sprint lors de l'étape d'ouverture à Kontiolahti, ce qui nous aurait permis de tester ce format sans attribuer de points pour la Coupe du Monde. Donc ça, c'est l'avis de Johannes Beu. Et un dernier avis très intéressant d'une personne qui a eu l'occasion de disputer justement un super sprint. Ce n'est nul autre que la biathlète française Caroline Colombo, qui dit je n'ai pas du tout aimé, j'avais l'impression d'être au ball-trap. Les filles allumaient les cibles sans viser en espérant que ça tombe, c'était épuisant. J'espère ne plus en refaire, je n'ai pris aucun plaisir à y courir. Au moins, c'est assez net comme témoignage. Voilà donc pour ces 3 témoignages. Alors, justement, ce super sprint, c'est quoi ? Romain, tu vas nous en dire un petit peu plus. Oui, donc je vais essayer de vous expliquer le plus clairement possible ce nouveau format de course. Donc déjà, le super sprint est testé depuis 2 saisons sur le circuit IBU Cup. Donc c'est une course qui se déroule en 2 phases. Donc une première de qualification où les biathlètes s'élancent toutes les 15 secondes pour parcourir 3 boucles de 1 km. Entre ces 3 boucles, il y a un passage au tir, donc couché puis debout. Et ensuite, les 30 plus rapides de cette première manche de qualification sont qualifiés pour la phase finale qui se déroule comme une mass start avec 5 tours de 1 km entrecoupés par 4 passages au tir. Couché, couché, debout, debout. Et donc, la petit truc en plus, c'est que pour chaque tir, les biathlètes ont droit à une pioche. Et si cette pioche ne suffit pas, ils devront passer par la pénalité qui fait 75 mètres. Donc voilà pour cette présentation. Présentation brève de Super Sprint. Merci Romain. En résumé, vraiment, c'est comme ce sont des formats courts. Le but d'aller en finale, c'est une mass start à 30, comme d'habitude. Sauf que pour accéder à cette mass start, vous devez passer par un système de qualification. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en une seule course, en fait, on retrouve le sprint, la mass start et également un petit peu le relais avec cette fameuse balle de pioche. Donc, on est un peu sur un format tripartite. Merci. Donc, on a eu les témoignages, on a eu cette présentation. Moi, la question que j'ai envie de vous poser tout de suite, c'est qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne ou une mauvaise idée, cette apparition, Romain ? Ou non, tiens, Aymeric, si tu veux commencer, on t'écoute. Ouais, alors, premièrement, je pense que dans le sport comme dans la vie de manière générale, il faut savoir se renouveler. Donc, je pense que le fait d'ajouter une nouvelle discipline, ça peut être bénéfique au biathlon, notamment par le fait que ça peut permettre de venir de nouvelles personnes sur le biathlon pour découvrir ce nouveau format de course. Et même pour les personnes qui commenceraient peut-être à se désintéresser quelque peu du biathlon, ça pourrait peut-être raviver la flamme à l'intérieur d'eux et se dire tiens, je vais voir qu'est-ce que ça donne. En plus, c'est en fin de saison, donc ça va être en jeu. Et je pense que c'est un bon point, cette nouveauté dans le calendrier. Cet aspect nouveauté, ouais, voilà, c'est ça.
C'est ça, Romain, toi tu n'es pas totalement d'accord avec ça, hein. Enfin, pour différentes raisons, mais tu es plutôt opposé à ce format pour l'instant en tout cas. Alors, oui, je suis d'accord, Emmerich, sur le point de diversifier, c'est bien, ça apporte un vent de fraîcheur, on peut dire, sur le circuit. Après, j'ai peur aussi qu'on se perde un peu avec tous ces formats de course, quoi. On en a déjà pas mal. On a déjà 4 formats. On a l'individuel, le sprint, la poursuite, l'individuel et la mass start. Et donc, on a ajouté un cinquième, en plus des relais. Je trouve au final que ça va dévaloriser certaines épreuves, comme l'individuel, qui est le format historique, qui est délaissé de plus en plus. D'ailleurs, on le réduit au kilométrage. On le passe désormais souvent comme en IBU Cup à 15 km pour les hommes et 12,5 pour les dames. Et voilà, donc je pense que oui, c'est bien de se diversifier, mais c'est comme, voilà, comme on peut voir au ski de fond, on se diversifie énormément et on commence aussi à se perdre un peu dans tous les C'est formats. vrai que ça Et devient un peu le bordel. j'ai ouais, peur en ce qu'ils font. de. Voilà, donc j'ai peur, voilà, qu'on se perde un peu avec tous ces formats de course et qu'on dévalorise justement C'est une ces formats possibilité. Alors, historiques. après, c'est intéressant, hein. Tu parlais du ski de fond notamment. Alors, le ski de fond s'est renouvelé récemment, l'apparition, enfin récemment, il y a quelques années, mais du sprint, qui est quand même un format très spectaculaire pour la télé. Pareil, le ski alpin, par exemple, avec l'apparition du départ parallèle, du team event, ça va vite, c'est des qualifs, des huitièmes, des quarts, des demi, enfin, ça passe très bien à la télé. Mais pourtant, on a l'impression que ce super sprint, alors, à voir avec la réalisation du circuit principal, hein, mais en IBU Cup, vous m'en avez parlé récemment, hein, c'est un peu compliqué à suivre à la télévision, si j'ai bien compris. Alors oui, on a pu suivre quelques courses l'hiver dernier en IBU Cup, des super sprints, et je trouve ça assez compliqué à suivre parce que, comme on a pu le voir dans la description de cette épreuve, c'est assez rapide, c'est une épreuve, c'est une course au rythme très dynamique. Ce sera d'ailleurs la course la plus intensive du circuit, si je peux dire. Plutôt une course pour les tireurs, pour les fondeurs, les tireurs, hein, il me semble, hein. Bah oui, les tireurs, parce que voilà, on peut voir que les boucles ne font que 1 km, donc on peut pas forcément créer de gros écarts sur la piste. Donc les tireurs rapides et précis seront forcément avantagés. Mais du coup, voilà, on va enchaîner, comme tu vas voir, sur une phase de qualification. Je sais pas forcément comment ce sera diffusé, mais en tout cas, Oui, déjà sur un sprint basique, des fois c'est pas toujours simple de pouvoir suivre tous les biathlètes au tir, donc bien sûr, ouais. oui, voilà, les athlètes s'élancent toutes les 15 secondes pour des boucles d'un kilomètre. Je pense qu'on va pas savoir où donner de la tête, où il y a un athlète qui va être sur le pas de tir, un autre. Enfin, voilà, je pense que ça va être assez compliqué à suivre. Ouais, après, faut pas oublier, enfin, je pense que les moyens télévisuels en IBU Cup et en Coupe du Monde ne sont pas les mêmes. À mon avis, en Coupe du Monde, les moyens sont Oui, oui. beaucoup plus importants qu'en IBU Cup et donc Ah, ça aura je son me... importance, c'est Après, sûr. tu vois, tu doutes bien que les leaders vont partir sans doute dans le même groupe. Ouais. dans le même groupe. Ils vont sans doute se suivre. Ouais. Alors, tu vois, ils partent toutes les 15 secondes. Donc on va pas pouvoir mettre 10 caméras sur un même écran, tu vois. Même si on en met 10, ce sera impossible à suivre. Bien sûr, et puis il y a Je la trouve balle ça, de c'est pioche aussi, donc le tir peut y c'est avoir ça. 6 Tu tirs. vois, je parle pour la phase qualification. Bien Après, sûr. pour la partie master, qui sera la partie plus intéressante, évidemment, ça sera autre chose. Mais même, on partira du pas de tir. Les athlètes ont déjà fini leur tour. Enfin, je trouve voilà, ça va nous donner peut-être quelques mots de tête au début Et alors, pour suivre il y a les cet courses. aspect-là, et puis je lisais la déclaration de Johannes Beu tout à l'heure, pas forcément opposé. Lui, ce qui lui pose plus de soucis, ou même Samuelson, hein, pose de soucis, c'est vraiment le placement dans le calendrier à un moment décisif, hein, si vous voulez en dire un petit peu plus à ce sujet-là. Oui, oui, parce qu'après, là, on se plaçait surtout sur le point de vue télévisuel des spectateurs, on va dire. Voilà, ce point de vue sportif. Mais c'est vrai que pour le point de vue sportif, de placer, voilà, la plupart des athlètes qui vont prendre part à cette course à Oslo n'ont jamais participé à ce super sprint, hormis sur les shows de Schalke ou au Martin Fourcade Nordic Festival qui se rapprochent de ce format de course. Ou ceux qui ont Ou fait des tour, voyages en IBU Cup. voilà. Bien sûr, mais là on parle quand même C'est ça. d'exhibition. Et après, on parle d'exhibition, pas voilà, de on course parle de Coupe du des Monde. leaders du général qui Mm. vont jouer peut-être le gros globe sur ces dernières étapes et du coup qui vont découvrir ce format de course à Oslo alors qu'ils n'ont aucune expérience, on va dire, sur ce format. Voilà. Ouais, Donc je c'est suis vrai qu'on peut se poser la question quand même sur le placement. Je suis d'accord avec toi, mais d'un côté, je pense que ça peut apporter une nouvelle dynamique, tu vois, dans le biathlon.
Parce que qui dit nouveau format de course dit nouvelle stratégie à mettre en place pour les biathlètes. Et donc, ils vont pas pouvoir se reposer, tu vois, sur ce qu'ils connaissent déjà sur les autres formats de course. Ils vont devoir, avec leur coach, hein, bien sûr, trouver une nouvelle tactique de course pour savoir où c'est qu'ils vont devoir appuyer leurs entraînements juste avant une course comme ça. Et je pense que ce côté un petit peu se renouveler, créer une nouvelle dynamique, ça peut être intéressant. Oui, je suis d'accord, mais après on aurait pu très bien le mettre en début de saison, quoi. Enfin, Bien sûr. ou C'est vrai, on c'est aurait vrai. pas forcément à Conchalarty, comme je disais, en début de saison. On aurait peut-être pas forcément pu faire compter. Alors que là, en fait, aucun athlète du top niveau, top mondial connaît ce format. Et il peut très bien passer au travers dès le début, quoi. Surtout que ça va compter, voilà, ça va sans doute apporter 60 points. Et les 30 meilleurs seront qualifiés pour la phase finale. Et il y en a peut-être un ou deux leaders qui peuvent très bien passer à côté. On peut perdre très très gros ou gagner très très gros aussi. Gagner très très gros aussi, c'est-à-dire que un athlète peut passer Oui, à la ça peut trappe être tout et double. oui, voilà. Oui, ça dépend après, voilà. Mais forcément, des leaders, voilà, se seront bien placés, j'en doute pas. La plupart seront Oui, mais dans les 30 meilleurs. ça peut être l'équivalent d'un forfait en fait, hein, d'une impasse au final, si on se qualifie pas dans les 30 premiers, de perdre de très gros points en fin de saison. Et juste autre chose aussi, Caroline Colombo l'a signalé, hein, je voulais pas citer. Il me semble aussi qu'il y a un débat autour de la durée de cette épreuve, la globalité de la durée. Hein, c'est très long, il me semble. Hein. Alors, oui, c'est long parce que ça se déroule en deux qualifications plus finale. Généralement, les qualifications se passent en matinée ou fin de matinée. Ils enchaînent homme-femme ou femme et homme. Et entre ces qualifications et la finale, on a un gap d'à peu près 2 heures entre la fin de la dernière qualification et le début de la finale. D'accord. Donc, Sachant que les athlètes vont devoir. les athlètes qui s'élancent en dernier seront pas, pourront se retrouver un peu désavantagés dans le sens où ils termineront peut-être une demi-heure, 40 minutes après les premières arrivées et que s'ils se qualifient, ils auront moins de récupération aussi. Enfin, c'est Exactement, ouais. peut-être que les 2 heures aussi ont été mises en place pour une certaine équité entre tout le monde. Enfin, c'est ouais. En Et tout encore cas, pour bon, appuyer mais sur le point de vue télévisuel, là, le Super Sprint va se dérouler jeudi, je crois, au Montcollen pour cette dernière. Et elle se déroule comme disait très bien Émeric, en deux étapes, en fin de matinée et en milieu d'après-midi. D'un point de vue téléspectateur, c'est aussi assez compliqué à suivre parce que voilà, en pleine semaine, tu peux pas forcément suivre ces deux phases, quoi. Enfin, ouais, bien sûr. Oui, ouais, Oui, oui, non, non, mais c'est peut-être d'un côté plus dur à suivre, mais en même temps, ça peut permettre, tu vois, de mettre un peu de storytelling dans le truc. Tu as les qualifications le oui, matin, pendant la pause, les chaînes de télévision peuvent jouer sur le fait qu'il va y avoir encore plus d'enjeux l'après-midi parce qu'il y a eu tel ou tel résultat, et d'une ouais, mais tu certaine vois, sorte, ça peut je suis ramener encore d'accord, des gens, mais quoi. mettre ça en pleine semaine ou en tout cas pas le week-end, c'est aussi, je trouve ça pas forcément une bonne idée en soi pour les téléspectateurs parce qu'en fait, on met un nouveau format que la plupart des téléspectateurs vont peut-être pas forcément pouvoir suivre en entier. Ils vont peut-être pas pouvoir comprendre dès le premier coup parce que, comme je disais, c'est un format assez rapide, c'est assez compliqué visuellement, je pense. alors, Voilà, je suis d'accord avec toi, Et- Romain. Après, honnêtement, quand on regarde le format, on pense fortement quand même au ski alpin et notamment les slaloms géants et slaloms qui se déroulent en deux manches, où les 30 premiers de la meilleure manche restent. Et c'est vrai que généralement, la première manche est plutôt anonyme, à part pour les fans. C'est à 9h, 9h30 le matin, c'est pas forcément pour ça. Il y ouais, a beaucoup plus de mais ça se monde. passe le week-end. C'est- Ça se déroule le Oui, week-end, le c'est ski vrai que alpin, ça se généralement. déroule. Oui, les épreuves techniques, ou alors en nocturne, le soir, mais c'est vrai que généralement ça se passe les Voilà, week-ends, oui. C'est vrai. voilà, c'est ça aussi. Non, c'est vrai, mais bon, Mais écoutez, hein, Après, il faut pas oublier aussi les personnes qui vont être sur place à Oslo, hein. Parce que pour eux, finalement, alors, oui, c'est c'est le l'occasion de point voir positif. une course de plus pendant les 4 C'est ça. jours à Bah, ça Oslo, fait quoi. deux courses, ça fait en gros deux courses supplémentaires, enfin les deux Voilà. phases qualification. oui, non, Ça fait mais 2 courses dans la même journée, hein. bien sûr. Eh bien, écoutez, hein, laissons sa chance au produit et puis on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. Allez, place au jeu. Voilà donc ce qu'on pouvait dire de l'actualité du biathlon de ces derniers jours. Hein. Mais avant de se quitter, on va vous proposer un petit jeu qui va m'opposer à Romain et je laisse Émeric prendre la main pour animer ce duel. Ouais, donc petit jeu, on va faire un qui suis-je. Je vais rentrer dans la peau d'un ou d'une biathlète actuelle ou du passé. Je vais vous décrire un peu ma carrière et vous allez devoir trouver qui je suis. Ouais, c'est parti. Ça marche. Alors, je suis né le 2 août 1976
à Schmalkalden. Très belle date, le 2 août. Très belle date. L'anniversaire de quelqu'un, apparemment. Oh ouais, ça doit être ça. Je débute ma carrière dans le ski de fond. En 98, je termine 5e avec le relais national aux Jeux Olympiques d'hiver de Nagano au Japon. Toujours pas d'idée ? Non. En 99, je décide de passer au biathlon. Damien, Gilles Marguet ? c'est pas ça. Ma première participation à la Coupe du Monde de biathlon se fera lors de la saison 2000-2001. Je réalise mon premier podium dès ma 3e course en prenant la 3e place du sprint de Poluca. Damien ? Vincent Defrane ? Non. 3 jours plus tard, je remporte ma première course. Il s'agit du relais féminin aux côtés. Alors écoutez bien parce que ça peut vous donner beaucoup d'indices. Aux côtés d'Andrea Henkel, Catherine... Damien ? Martina Glago ? Non. Catherine Appel et Uchi Diesel. Mais ce n'est que le début. Au cours de cette même... Damien ? Cathy Wilhelm ? Ah, tout à fait, bravo. Ouh. Voilà Romain, on ne t'a Bravo, pas bravo. entendu. On ne t'a pas entendu. Non, voilà. Romain qui n'avait pas la moindre idée de qui aurait pu être... Non, c'est sympa. Alors pour les auditeurs, c'est vrai que Émeric m'a fait un petit cadeau parce que je suis le biathlon depuis la fin des années 90, début des années 2000. Donc c'est vrai que cette période-là me parle beaucoup plus que mes collègues qui l'ont suivi un petit peu, qui sont un peu plus jeunes que moi et qui l'ont suivi un peu plus tard. Donc, Exactement, ouais. mais bon, encore fallait-il la trouver. Très très beau palmarès, Cathy Wilhelm, sans oublier au sein d'une équipe allemande des années 2000 qui surclassait à peu près tout le monde. Et pour vous situer, des fois dans vos souvenirs, on la reconnaissait, alors sauf quand elle avait son bonnet, mais elle avait les cheveux rouge, rouge un peu. Donc c'était un personnage qu'on reconnaissait assez facilement dans le biathlon. Ok. Bon, eh bien, voilà, je termine sur une victoire. Merci Émeric pour ce jeu qui nous permet donc de terminer ce premier podcast de la meilleure des manières. Il est donc déjà l'heure de se quitter, hein, l'occasion de vous remercier, chers auditeurs. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, de liker ce contenu ou encore de le partager sur vos réseaux préférés. Le pouce bleu nous motivera à avancer, mais vos commentaires également. Alors n'hésitez pas vraiment à nous donner votre avis sur ce premier numéro et pourquoi pas nous proposer également des thèmes que vous aimeriez que l'on aborde au cours des prochaines émissions. Merci Émeric. Merci à toi Damien, merci aussi à Romain pour ce premier podcast, c'était super. Voilà, merci Romain. Merci à vous deux, merci et vivement le prochain. Voilà, c'est ça, merci à vous deux pour votre participation et on se donne rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro de Biathlon en live. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.